Le côté de Guermantes, première partie, 6. Monsieur de Norpois amenait à son ami des personnalités de toute l'Europe. Madame Leroy les recevait aussi, mais, en femme du monde, évitait les conversations sérieuses et préférait faire jouer ces messieurs au poker, comme le faisait également la duchesse de Guermantes, au lieu de discuter de grandes idées comme ça se faisait encore chez Madame de Villeparisis. Malgré le dédain réciproque de Madame Leroy pour la marquise, celle-ci eût laissé sa plume sans hésiter si elle avait été invitée à dîner. Une vieille dame arriva avec une perruque à la Marie-Antoinette. Très liée à la marquise, elle faisait partie d'un groupe de 3 du même genre, bien nés, anciens bas bleus, avec des nièces brillant dans le monde. On aurait dit des reines déchues, sans doute à cause d'une jeunesse dissipée. Elles se fréquentaient mais ne s'aimaient guère, et essayaient de se voler les artistes qui venaient jouer gratuitement des scénettes dans leurs soirées. Pendant que Madame de Villeparisis peignait ses fleurs en tablier, tout comme une paysanne, mais entourée de luxe et de nombreux domestiques, les vieilles amies discutaient des quartiers de noblesse de la maison de France ou de l'opinion de Liszt sur un portrait. Il aurait mieux fait de se cantonner à la musique. La duchesse de Guermantes entra, tandis qu'un domestique prévenait la marquise qu'un monsieur qui était déjà venu 5 fois espérait être reçu. On le fit entrer. C'était le Grandin. Il entamait un compliment flagorneur lorsqu'il s'arrêta net, car il m'avait reconnu. Je causais avec Bloch, qui me parlait de la vie délicieuse qu'il menait, sans doute pour me rendre envieux. Le Grandin m'évita tout en continuant ses flatteries. Profitant de ce qu'il s'éloigna, Madame de Guermantes jeta au sujet de Lord Grandin un regard interrogateur à sa tante, qui le nomma et dit qu'il était le frère d'une certaine Madame de Cambremer. Si Oriane la connaissait, du moins Bazin, qui connaissait Cambremer dont ne sait où, avait fait dire à cette grosse femme de venir la voir. Une femme impossible, cette Madame de Cambremer, qui employait des expressions comme plumitif, un écrivain, quelqu'un qui tient la plume, et, d'après la duchesse, avait l'humilité d'une descente de lit. Je m'approchai de Legrandin et le blessai involontairement en excusant ma présence dans ce salon par le fait qu'il s'y trouvait aussi. Il réagit crûment, avec colère et vulgarité, et allégua qu'il n'était là que parce qu'il avait été invité 20 fois. Ouvrez les guillemets. Madame de Guermantes s'était assise. Son nom, comme s'il était accompagné de son titre, ajoutait à sa personne physique son duché qui se projetait autour d'elle et faisait régner la fraîcheur ombreuse et dorée des bois de Guermantes au milieu du salon, alentour du pouf où elle était. Puis, avec cette attention indifférente qui commence par ôter tout point de contact entre ce que l'on considère et soi-même, son regard fixait tour à tour chacun de nous, puis inspectait les canapés et les fauteuils, mais en s'adoucissant alors de cette sympathie humaine qu'éveille la présence même insignifiante d'une chose que l'on connaît, d'une chose qui est presque une personne. Ces meubles n'étaient pas comme nous, ils étaient vaguement de son monde, ils étaient liés à la vie de sa tante. Puis, du meuble de Beauvais, ce regard était ramené à la personne qui était assise, et reprenait alors le même air de perspicacité et d'une désapprobation que le respect de Madame de Guermantes pour sa tante l'eût empêché d'exprimer, mais enfin qu'elle eût éprouvé si elle eût constaté sur les fauteuils, au lieu de notre présence, celle d'une tache de graisse ou d'une couche de poussière. Fermez les guillemets. Un écrivain célèbre fit son entrée. C'était pour lui une corvée. Et, tout naturellement, se retrouva près de la duchesse qui l'invitait souvent chez elle, sans sa femme. La duchesse craignait pour son salon les épouses de ces hommes d'élite, souvent vulgaires, et n'invitait que des beautés parisiennes. Les femmes évincées émettaient des hypothèses, comme par exemple que l'esprit de la duchesse était si supérieur qu'elle n'avait rien à dire à la gent féminine, et parlaient de sujets intéressants et sérieux avec les grands intellectuels. En réalité, il n'en était rien, et elle s'appliquait à traiter ces grands esprits avec familiarité,
ne parlant pas de leur œuvre, mais de petites choses comme le menu ou la partie de cartes en cours. Cette façon de faire paraissait mystérieuse aux non-initiés. Avoir un illustre poète à sa table et lui parler du temps qu'il fait ou d'œufs sur le plat, le tout assaisonné des traits d'esprit de l'hôtesse. Une réserve de bon ton était à l'ordre du jour. Ajoutez à cela que la duchesse venait d'un milieu cultivé qui lui permettait çà et là, avec naturel et justesse, de citer un grand auteur ou de donner un conseil littéraire. J'étais déçu de ne pas plus trouver de reflet du nom de Guermantes dans les paroles de la duchesse, comme j'avais été déçu de ne pas en trouver dans son apparence. Madame de Guermantes ayant comparé la reine de Suède à une grenouille, sa tante profita de l'occasion pour montrer à ses invités combien elle était spirituelle. Se référant à un dîner auquel assistait M. de Bréauté, qu'elle appelait Babal, satisfaite de faire savoir que c'était un intime, Madame de Guermantes mentionna qu'elle y avait rencontré Bergotte, la seule personne, dit-elle, qu'elle désirait connaître. L'idée que je m'étais faite d'un monde de Dieu à l'opéra fut alors entamée. Bergotte, qui faisait partie du monde de l'humanité pensante, bascula du côté du monde de Bréauté et des Guermantes. Madame de Guermantes trouvait à Bergotte plus d'esprit qu'à Bréauté, idée subversive dans son monde qu'elle dominait et où elle posait une échelle de valeurs qui ne serait adoptée que par la génération qui la suivrait. Monsieur d'Argencourt entra avec deux beaux jeunes gens au physique très guermantes. Il fit remarquer à la marquise, comme sa nièce, qui causait avec le célèbre écrivain, était toujours au centre d'un cercle d'hommes importants, belles et causant à leur niveau. Tout le monde s'était rapproché pour voir les fleurs peintes par madame de Villeparisis, et Bloch, en faisant un geste large, renversa et cassa un vase. Il s'en excusa avec insolence. Il s'apprêtait à partir, se plaignant des domestiques qui avaient mal placé le vase qu'il venait de faire tomber. Mais la marquise le retint, car elle voulait s'assurer qu'il amènerait deux artistes, comme promis, à un de ses prochains salons, et où il jouerait une piécette. Elle voulait aussi qu'il rencontrât Norpois, qu'elle attendait d'un moment à l'autre. La marquise me glissa à l'oreille que, aux dernières nouvelles, Saint-Loup allait quitter son ami. Bloch dit qu'elle aimait beaucoup de Saint-Loup-en-Bray, qui avait d'extrêmement bonnes manières et en avait pour preuve qu'un jour il l'avait rencontré avec un jeune homme dont il avait mentionné le nom à voix basse, et dont plus tard Bloch apprit que c'était le fils de Sir Rufus Israël, ce qui n'impressionnait certes pas les Guermantes pour qui ce personnage était un parvenu tout juste toléré. Bloch me demanda à mi-voix quelle était la fortune de Saint-Loup, mais je ne pus lui répondre. Il attendait de rencontrer Norpois, désireux de discuter avec lui de l'affaire Dreyfus, mais, toujours mal élevé, il ajouta que l'ambassadeur était sans doute un peu gâteux. La marquise, choquée, alla faire chercher M. de Norpois, qui classait quelques papiers dans son bureau. Lui présenta Bloch avec cérémonie, un signe que l'ambassadeur était son amant, ses manières formelles tranchant avec la familiarité qu'elle exhibait envers les autres habitués. Monsieur de Norpois me fit un signe en me saluant avec amabilité, demandant si je travaillais sur autre chose que, je cite, levrette un peu tarabiscotée où vous coupiez les cheveux en quatre. Je ferme la parenthèse. Il se souvenait de mon admiration pour Bergotte et commençait à le critiquer lorsque je lui dis que j'aimais également un autre grand artiste, Elstir, pensant que peut-être il m'aiderait cette fois-ci à aller chez la duchesse voir les tableaux. Mais il n'aimait pas non plus Elstir. La duchesse amena le sujet sur l'amie de Saint-Loup qui s'était produite pour la première fois dans son salon et que tout le monde avait trouvé ridicule. Son mari, le duc, fit alors son entrée, avenant, souriant, bonhomme, la main à demi tendue, que tout le monde serrait sur son passage. Extrêmement riche, il combinait vanité du grand seigneur et vanité de l'homme d'argent. Avec cela, toujours très beau, couvert de femmes. Je réussis à isoler M. de Norpois et lui parlai de l'élection de mon père à l'Académie. Il me fait tout un discours sur le devoir patriotique de mon père qui était plus utile pour la France où il était, et que dans son propre intérêt, il ne devait pas se présenter à l'élection.
Il poussa l'apparence de franchise jusqu'à me dire que lui qui aimait tant mon père, il ne voterait pas pour lui. La duchesse continuait à railler la représentation grotesque faite d'un texte de Maeterlinck par la maîtresse de Saint-Loup. Elle ajouta qu'elle ne pouvait pas comprendre, tout en admettant les mystères de l'amour. Comment Saint-Loup pouvait être fou d'une personne si ridicule? Bloch saisit l'occasion pour dire du mal de notre camarade, ce qui révolta l'assistance. Swann et son mariage fut évoqué par M. d'Argencourt, qu'Oriane défendit. Au moins, si Odette était idiote, elle avait été jolie, était toujours extrêmement bien habillée et n'avait jamais frôlé le ridicule. Au sujet de Maeterlinck, qu'avait dit Rachel, les 7 princesses, Madame de Guermantes jeta que, ayant rencontré l'une d'elles, cela lui avait coupé l'envie de connaître les 6 autres. Ce trait ne me plut pas, et, vexé de l'accueil de la duchesse, j'étais content de me venger en me disant qu'elle ne comprenait rien à cette auteur. Je me causais ainsi à moi-même, sans une once de sincérité. Oriane ajouta que tout l'épisode avait été irrésistible et que Robert lui en voulait beaucoup. Suivirent des plaisanteries sur l'archiviste, passant les petits fours, en faisant la jeune fille. Sur le Grandin, dont Oriane compara la sœur non à une vache, vu son tour de taille, mais à tout un troupeau. Son esprit piquant était stimulé par l'apparente contradiction que lui portait son mari Bazin, tel un compère qui la mettait en valeur. Norpois et Bloch, qui étaient restés à l'écart, se rapprochèrent de la marquise, qui leur demanda s'ils avaient parlé de l'affaire Dreyfus. De fait, c'est à contre-cœur que l'ambassadeur avait répondu aux questions de Bloch, de telle façon qu'on ne pouvait deviner s'il était dreyfusard ou anti. Le duc de Guermantes, s'enquérant de leur conversation, étonna tout le monde en dévoilant que son neveu Robert était un dreyfusard enragé. Oriane interrompit son mari, qui lui répliqua vertement, embarrassant tout le monde. Il n'aimait pas sa femme, il aimait seulement parader avec elle. Il affirma, selon une expression du peuple, mais qu'il aimait particulièrement: quand on s'appelle le marquis de Saint-Loup, on n'est pas Dreyfusard, que voulez-vous que je vous dise? Ironie relevée par la duchesse, pour le fils de Marie Hénard, une femme qui fatiguait tout le monde par son obsession patriotique. L'archiviste, secrétaire des comités anti-révisionnistes, utilisa un nouveau mot, mentalité, qui exprime un état d'esprit. Dans ce cas, les opinions dreyfusardes instillées à Saint-Loup par Rachel. Puis, il s'inquiéta quand il entendit le nom de Bloch, la marquise aussi craignant qu'il lui reprochât d'avoir un juif parmi ses invités. La duchesse se dit assommée de cette affaire, d'autant qu'elle n'avait pas de juif dans ses relations et d'ailleurs n'en voulait pas, mais que, d'autre part, elle détestait avoir à supporter, en particulier chez Marie Hénard, la compagnie de gens qu'elle aimerait éviter sous prétexte qu'ils étaient anti-Dreyfusards. Pourtant, le duc reprit que pour Saint-Loup, ce n'était pas malin d'afficher ses opinions 8 jours avant de se présenter au cercle. Oriane fit alors un mot qui fit rire tout le monde, réprouvant le style ennuyeux des lettres de Dreyfus envoyées de l'île du Diable, comparé au style enlevé des phrases d'Esterhazy. Dommage pour les partisans de Dreyfus qu'ils ne puissent pas échanger d'innocents. Dans leur conversation, Bloch n'arrivait toujours pas à déterminer si Norpois était pour ou contre Dreyfus, son sentiment semblant osciller, d'autant qu'il critiquait beaucoup le gouvernement à l'affaire. Il était si anti-Dreyfusard qu'il l'accusait le gouvernement, dont il pensait qu'il ne l'était pas assez, de ne pas faire suffisamment, ne se retrouvant ainsi avec les Dreyfusards contre le gouvernement. Bloch pensait que Norpois, connaissant tous les ministres, savait la vérité. Or, la vérité politique, faite de documents qui ne donnent souvent qu'un élément d'évaluation, n'est pas une vérité facile à diagnostiquer, contrairement à ce que croit le vulgum pecus. Norpois mit fin à la conversation qui durait trop à son goût, bien que Bloch lui eût paru distrayant avec tous ses hellénismes.